Voilà, bonjour et petite introduction avant une interview que j'ai accordée hier à un média radio africain, Spoutnik Afrique, au sujet de l'envoi de troupes françaises en Ukraine, des morts français en Ukraine. On évoque évidemment les 75 ans de l'OTAN, tout ce qui se passe avec Orban, Mélanie, Biden, l'âge de Biden, mais également finalement Macron qui s'amuse, une fausse crise entre guillemets, une pièce de théâtre, puisque absolument rien n'a changé en France, absolument rien n'a changé au niveau de l'Union européenne. C'est toujours la même stratégie de censure, puisqu'on voit Thierry Breton qui annonce à Elon Musk, à X, que l'Europe va condamner son réseau social. X réagit en disant on se verra devant la cour, mais pas seulement, puisque Elon Musk dit qu'il a refusé une demande d'accord secret avec le commissariat européen, un accord pourquoi? Pour censurer loin des regards selon les instructions qui auraient été celles de l'Union européenne. Pourquoi c'est grave? Parce que ce que Elon Musk dit, et j'imagine que s'il le dit, ça doit être parfaitement documenté, c'est que les autres réseaux sociaux ont accepté de procéder de la sorte. Alors, est-ce qu'il parle de tous les réseaux sociaux? Est-ce qu'il parle de certains? En tout cas, ça va être intéressant. Ce qui est sûr, c'est que maintenant qu'il n'y a plus d'élections en vue, les vrais visages vont se montrer, ceux de la dictature, ceux de la censure. Et quand je dis dictature, évidemment, j'évoque la dictature numérique avec la surveillance, avec le portefeuille numérique, avec bientôt évidemment de plus en plus les villes de 15 minutes, mais également évidemment la dictature sanitaire, puisqu'en Allemagne, ils évoquent la création de stocks, puisque comme par hasard, il y a déjà des vaccins, entre guillemets, des injections pour reprogrammer le corps humain et l'aider à se défendre contre la grippe aviaire qui n'a pas fait de victimes à part énormément d'animaux comme toujours. Donc, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on va manger à part des insectes? Est-ce qu'il existe de la nourriture non vaccinée, sans hormones, sans ARN messager, etc. On est véritablement, et c'est le cas de le dire, dans la seringue du transhumanisme. Et comme toujours, les politiques, en France comme ailleurs, sont là uniquement à se préoccuper d'eux-mêmes, à se préoccuper de leur petit confort, de leur salaire, de leur poste ministériel. Ils ne font que ça et le reste, manifestement, les intéresse peu. Comme je l'avais annoncé en direct avec Brochu il y a maintenant 5 semaines, dans la minute suivant l'annonce de la dissolution, j'avais expliqué, puisque beaucoup de gens découvrent ce que ça veut dire, le scrutin majoritaire à 2 tours. Et pourtant, il faut pas beaucoup de mémoire pour se rappeler que le Rassemblement national, à l'époque FN, avait été au second tour d'élection présidentielle, mais était revenu dans la foulée sur des élections législatives et n'avait pas eu ou quasiment eu aucun élu. Parce que c'est très compliqué d'avoir des élus quand il y a la possibilité, comme on vient de l'observer, d'avoir des désistements et d'avoir des magouilles. Mais de toute façon, je l'ai dit et répété, le casting ORN était mauvais et je ne parle pas des candidats qui ont été vus avec des mauvais déguisements, faire des petites phrases et des mauvaises petites phrases. Il est évidemment impossible d'avoir un jeune homme de 28 ans qui n'a, ou 27 ans ou 29 ans, j'en sais rien, qui n'a jamais travaillé autrement que pour son parti ou comme l'un des députés européens les plus absents d'après les informations qui circulent et qui annonce tous les jours qu'il va être Premier ministre, alors que quelque temps avant, il annonçait qu'il allait être un super député européen, etc. Tout ça, de toute façon, c'est une mascarade et c'est fait pour nous tromper. Et d'ailleurs, Dimitri Tolstoï, je remercie pour avoir donné un petit coup de pouce
à mon compte et à ma vidéo sur le portrait officiel de Macron, qui a redécollé grâce à lui, et qui insiste sur le côté ténèbres de Macron. J'ai parlé du tweet de Josiane Lépine, pour ceux qui suivent sur Twitter, qui est un compte d'une fan, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Personne ne sait trop qui est derrière, mais c'est quelqu'un qui dit « des ténèbres viendra sa lumière ». Sa lumière. Et donc, c'est vraiment l'image de Lucifer. Elle cite régulièrement la Bible, il y a une forme d'adoration pour le président Macron. Et ce qui est très étonnant et même très astucieux, c'est qu'en ce moment, à écouter les médias, Darmanin serait pas très content, Attal serait pas très content, les ministres seraient pas très contents, il y aurait de la débandade autour d'Emmanuel Macron. Mais tout ça, évidemment, c'est une plaisanterie. C'est pour vous faire croire à nouveau, comme à chaque fois, que Macron est fragile. Et le truc, c'est que vous y croyez. Vous avez cru les gens qui vous ont dit au moment des européennes que Macron allait s'écrouler. Mais c'est la 10e fois que les mêmes personnes vous disent ça. Et à chaque fois, vous les croyez parce que vous n'aimez pas Macron et vous avez bien des raisons de ne pas l'aimer. Et au contraire, il faut même le craindre, avoir peur de lui, savoir qui il est pour pouvoir enfin l'affronter et accepter le côté eschatologique de son caractère. Mais surtout, il faut bien avoir en tête que ces personnes, ces marchands du temple qui vous disent ça, en fait, veulent sans cesse que vous les écoutiez faire des raisonnements qui n'ont aucun sens sur les européennes, sur les législatives, sur l'économie, sur l'endettement, sur l'électricité, sur tout ça. Tout ça n'a pas de sens parce qu'il essaie de réfléchir rationnellement, c'est très intéressant, mais on n'est pas dans des critères rationnels. Les décisions qui sont prises, les niveaux d'endettement, le prix de l'électricité, ce qu'on apprend aux enfants à l'école avec la culture LGBT+, avec la culture woke, les 10 ou 15 injections qui sont obligatoires pour reprogrammer le corps des enfants dès leur plus jeune âge, la présence d'insectes dans les farines animales. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? À quel moment vous comprenez que nous sommes véritablement entre les mains de personnes qui sont démoniaques, qui ont de mauvaises intentions nous concernant? Donc, on voit les élections, on voit l'OTAN, qui veut véritablement la guerre, et tous les efforts d'Orban, qui est en ce moment président de l'Union européenne, ne servent à rien. Même le président Macron, qui lui-même avait pris énormément d'initiatives quand il était président de l'Union européenne, de son propre chef, entre guillemets, et là, immédiatement, critique Orban et dit, mais il prend toutes ses décisions sans l'avoir demandé et sans avoir obtenu le moindre assentiment de la part des Européens. Donc, tout ça continue, mauvaise nourriture, les apiculteurs sont particulièrement inquiets, mais pas qu'en France, partout dans le monde. Et il y en avait même une page aujourd'hui dans le Figaro. J'ai eu la chance d'avoir un autre grand pot de miel de sarrasin, qui est un miel exceptionnel, qui est comparable au miel de Manuka. Alors vous voyez comment les pots sont décorés, humains et libres. J'ai également là, juste, je vous montre pour le plaisir, un petit pot de châtaignier, un petit pot d'acacia dont la récolte cette année, et je parle du vrai acacia, pas de l'acacia sirop, mélange, etc., a été mauvaise. Et c'est terrible parce qu'en fait, les bons apiculteurs, évidemment, souffrent, pendant que pour les autres, ça ne change rien parce qu'ils obtiennent leur mélasse, qu'ils parfument, ils font leur petit mélange. Et évidemment, ils peuvent avoir de la visibilité à long terme puisque les palais aujourd'hui sont véritablement pas aidés avec la nourriture qu'on nous donne à manger. Et d'ailleurs, je fais la transition du miel avec ces vieux livres que vous avez peut-être dans vos bibliothèques, la médecine familiale. Et donc, ce sont des livres, par exemple, Fièvre de Malte, et il y a des tas de pages. Eh bien, il faudrait utiliser de l'écorce de chêne en tisane. Voilà comment faire des analyses d'urine, les maladies de la nutrition, feuilles de thé, feuilles et fleurs de marube, fleurs de tilleul. C'est complètement
euh, incroyable, bronchite aiguë, feuilles fraîches d'alière, sommité d'ambroisie, racines d'onnée, racines d'ache, racines de valéria, baies de réglisse. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'était ça les herboristeries. C'était des lieux où finalement les centaines, les milliers d'années d'expérience de l'humanité à observer les autres animaux, se soigner avec la nature, mais aussi notre propre expérience était importante. Et on me dit souvent de parler des chamans du Yakoutie, qui sont parfois en Himalaya, qui sont parfois dans les steppes, et qui sont les gens qui protègent aujourd'hui le président Poutine et d'autres avant lui, ces grands maîtres du Kremlin. Et il faut savoir que pendant la période bolchevique, et donc sous l'influence de certaines religions qui étaient très très présentes au sein de la révolution bolchevique, ils ont essayé de tuer toutes ces personnes qui étaient face, mais vraiment face aux adorateurs du diable, aux khazars et aux vampires infiltrés. Il faut savoir que si on nous fait croire que ces mages, ces gens qui sont connectés, qui s'intéressent à la nature, etc., sont des sorciers ou des diables, c'est totalement faux. Ce sont juste des personnes qui se connectent à l'âme humaine, qui se connectent à la terre et donc d'une certaine manière, qui se connectent peut-être mieux que d'autres à Dieu. On peut se connecter à Dieu et échanger avec lui par la prière, par les prophéties, etc. Mais il y a d'autres manières qui sont très intéressantes. Alors évidemment, comme je vous parle de médecine ancienne, et c'est des livres qui ont été écrits par des professeurs de médecine de la faculté de médecine de Paris, par exemple, eh bien, retrouvez dans les vides-greniers que vous allez pouvoir visiter cet été avec beaucoup de plaisir, des petits livres comme ça sur la culture du potager, les laitures romaines, comment écarter les limaces, comment greffer des arbres, comment faire des semis ou autres. C'est totalement passionnant. Évidemment, il y a beaucoup de bon sens. Et en tout cas, moi, je vous invite à regarder dans vos bibliothèques ce que vous y trouverez. J'ai également là à vous présenter rapidement, parce que les minutes tournent, des livres sur la Terre Sainte, cette terre de Dieu. Et pourquoi je vous les montre? Parce que évidemment, je prépare en ce moment le voyage, le pèlerinage à Compostelle, et qui démarrera le 15 août d'Angers. Mais avant, on se retrouvera à partir du 12 août dans une très belle propriété d'Angers pour discuter, pour faire la fête, pour échanger sur tous les sujets divers et variés, possibilité de venir en famille, possibilité de venir en ami, quelle que soit évidemment la foi et la religion. L'idée, c'est d'être ensemble dans le respect et d'unir nos énergies et de faire grandir, entre guillemets, petit à petit, tout ce qui concerne de la bonne volonté et la foi, évidemment. Mais ce qui est saisissant dans ces journaux, c'est qu'on voit la possibilité qu'avaient à cette époque les personnes de vivre ensemble, de commercer ensemble. Et du jour où des murs ont commencé à être créés, c'était beaucoup plus facile de faire croire que de l'autre côté du mur, il y avait un terroriste. Et ce sont les ghettos des banlieues, les ghettos des prisons, tout est fait pour faire en sorte que chacun déteste l'autre et ne le connaisse pas. Alors qu'en réalité, souvent, il suffit de parler. Et ce sont les gens qui n'ont pas la foi qui sont dangereux, ou ce sont les gens qui ont une foi qui pense au-dessus de celle de tous les autres et qui ne pensent finalement qu'à détruire et à faire absolument ce qu'ils veulent, les adorateurs du diable, les vampires, appelez ça comme vous voulez. Donc un autre livre sur la terre de Dieu, la place de Jérusalem, c'était vraiment mais magnifique, les animaux qui étaient vraiment sauvages, etc. La mer, et quand on voit des villes comme Jaffa, tout ça a été détruit, Acre, Megiddo, enfin c'est tellement triste, hein, et je pourrais passer des vidéos entières à en parler pour expliquer
à quel point ce qui se passe dans cette région du monde et les images absolument abominables qui en reviennent, les enfants décapités, les enfants démembrés, les mères enceintes tuées, et c'est tous les jours. Mais ce sont des images qui sont tues, alors que nos grands médias qui magouillent régulièrement sur d'autres affaires, et ce qu'a révélé récemment Mediapart, n'ont aucune honte pour continuer à se maintenir les uns les autres. Enfin, ce matin, je regardais CNews et j'étais épouvanté. C'est-à-dire que des personnes de droite, du centre et d'extrême droite ont passé une émission entière à critiquer la gauche et LFI. Enfin, c'est quoi ces télés dans laquelle il n'y a aucun débat, il n'y a aucune personne d'opposition et on est là à mettre dans la tête des gens sans leur donner la possibilité d'entendre une voix plus raisonnable, des choses abominables, des comparaisons idiotes et qui n'ont pas de sens, et c'est déblatéré à longueur de journée. C'est épouvantable, c'est minable, c'est inquiétant, et ça continue sans arrêt. Et ça continue sans arrêt d'ailleurs avec également des incendies de cathédrales. Tout le monde devrait s'inquiéter de ce qui se passe à Notre-Dame et de ce qui se passe avec les vitraux et la complicité de Rachida Dati, qui est ministre de la Culture et qui passe outre manifestement, mais sous les instructions de Macron, la volonté de ne pas changer les vitraux. Quelle idée de changer les vitraux de Notre-Dame qui n'ont pas été abîmés. Peut-être que ceux qui ont déclenché l'incendie rêvaient que les vitraux explosent, ça n'a pas été le cas. Les policiers ont réussi à sauvegarder, pas les policiers, pardon, les pompiers ont réussi à sauvegarder énormément. Que sont devenus d'ailleurs les 700 ou 800 millions d'euros? Voilà, enfin, on peut continuer. Je pourrais faire un clin d'œil sur le fait que la ministre des Sports s'est baignée aujourd'hui dans la Seine et franchement, on lui souhaite bon courage parce qu'elle était dedans et qu'on la voyait à peine dès qu'elle était dans l'eau. J'espère qu'elle avait pas bu de tasse. Elle a fait du zèle, elle a sauté, elle a plongé, elle a sauté dans tous les sens. Enfin, c'est un très très mauvais exemple d'ailleurs qui est donné, parce que j'imagine elle le fait en ayant déjà tous les médicaments, toutes les crèmes sur la peau. Elle a une combinaison qui ne laisse quasiment rien passer. Mais si des gens observent, il aurait fallu dire attention, c'est dangereux, on ne se baigne pas dans la Seine. C'est bien plus dangereux, à mon avis, que de fumer ou de boire ou de faire quoi que ce soit. Bref, je suis choqué par ça. Et en parlant sinon du fait du prince, du roi, je vous montre ce livre assez incroyable. C'est La loi civile. C'est un livre en 2 tomes du début du XVIIIe siècle, donc bien avant la Révolution, puisqu'il est des années 1720. Et ce livre est passionnant. Ce livre est passionnant parce qu'il nous parle des lois civiles, des servitudes, etc. C'est-à-dire que même à l'époque du roi, évidemment, il y avait des règles, il y avait des lois et elles étaient respectées, mais il y avait aussi une morale, il y avait des principes, il y avait des choses qui se passaient normalement. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On a le fait du tyran pour l'envoi de troupes, comme vous le verrez par la suite, pour les insectes dans l'alimentation, pour les vaccins forcés, pour l'identité numérique, les codes barres, etc., etc. On n'est véritablement pas sorti de l'auberge. Les preuves, les présomptions, les universités, le clergé, etc. Vraiment, vous voyez, c'est un superbe livre de 1723 pour le 2e tome, puisqu'en fait, il y a 2 tomes qui sont reliés dans un ouvrage. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est intelligemment écrit. Ça nous raconte des choses, les partages entre cohéritiers, etc. Il faut pas croire qu'aujourd'hui, en fait, on a tout inventé, que ce soit dans la médecine, dans le droit, etc. Au contraire, aujourd'hui, on désinvente tout pour nous rendre déshumanisés. Et donc, il faut refuser ça. Il faut recommencer à exiger des bons produits naturels, également aux fermiers, aux agriculteurs qui se plaignent. Il faut arrêter de ne croire qu'en une chose, la reprogrammation du corps humain pour le soigner. Les hommes ne sont pas des dieux.
Nous ne sommes pas d'entre les mains de Frankenstein ou autre, ni de Dracula ou de vampires, appelez ça comme vous voulez. À un moment, il va falloir dire non, sinon nos enfants ressembleront à des légumes ou à des ordinateurs de mauvaise qualité. Il faut savoir dire non, ça suffit, vraiment ça suffit. Alors je vous remercie de partager cette vidéo, je vous remercie de la commenter, je vous remercie également de vous engager peut-être pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou pour m'aider ici avec une commande de miel, avec une rencontre, avec votre présence à une de mes conférences, avec des contacts. Proposez-moi de l'aide. Il y a des gens qui me proposent de faire des montages, il y a des gens qui me proposent de faire des petites animations. Et en général, évidemment, je suis ravi de l'accepter parce que je compte sur vous. Il faut qu'on soit tous les uns les autres de plus en plus unis. Je vous souhaite un bon visionnage de la suite de la vidéo. Je vous remercie de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous remercie de prendre contact avec moi et je vous dis évidemment à bientôt. Pour nous trouver, cherchez Spoutnik-Afrique, Spoutnik-Afrique. Derrière le micro, c'est toujours Anthony Lefebvre pour vous accompagner. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Le service russe des renseignements extérieurs a déclassifié un rapport sur l'envoi prévu d'un contingent militaire français en Ukraine en mars 2024. Ce document, qui a été publié dans le magazine Razvietchik, éclaireur en russe, fait état d'une préoccupation des armées françaises quant au nombre croissant de ses citoyens morts en Ukraine. Selon ce document, la France tenterait de cacher le nombre de ses pertes à sa population, ainsi que la présence de son contingent militaire en Ukraine, car cela pourrait provoquer des protestations massives, ainsi que le mécontentement des officiers. Enfin, l'envoi de troupes en Ukraine n'est pas abandonné à l'heure actuelle par Paris. 2000 hommes pourraient être envoyés sur place dans un premier temps. Au micro de Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a réagi à ces révélations. Écoutons-le tout de suite. Le service russe des renseignements extérieurs a déclassifié un rapport sur l'envoi prévu d'un contingent militaire français en Ukraine. Pourquoi, selon vous, la décision de le rendre public a été prise seulement maintenant? Alors je pense que c'est pris maintenant parce que les choses s'accélèrent. On a vraiment une prise de conscience que la personne qui dirige les États-Unis ne peut pas être Joe Biden, qu'il y a d'autres personnes qui doivent agir. On a ce sommet de l'OTAN avec Zelensky qui annonce d'une part qu'il aimerait bien faire assassiner Poutine, mais qu'il a besoin d'armes pour tirer en profondeur. Les Norvégiens donnent des F-16, les Américains envoient des F-16 qui seront présents avant la fin juillet, donc ça veut dire un grand nombre finalement. Il va y avoir donc la France depuis toujours dit qu'elle veut envoyer des troupes sur le terrain, et le chiffre de 2500 a été évoqué, et ça correspond à peu près aux troupes qui sont rapatriées d'Afrique. Et surtout, c'est ce qui se passe en Pologne qui est le plus alarmant, puisque il y a un général qui a parlé d'une volonté de mobilisation générale et surtout de tir en profondeur depuis son territoire vers la Russie. Et donc toutes ces choses mises bout à bout montrent qu'il y a véritablement un désir de pousser entre guillemets la Russie à la faute et engager ce conflit mondial qui serait automatiquement nucléaire, puisqu'évidemment les forces de l'OTAN sont absolument incapables de faire face à un front avec la Russie, si des choses allaient dans cette direction, comme d'autres pays. Donc je pense que c'est une manière, encore une fois, d'essayer de démasquer là le rôle de la France, par exemple, et le rôle de Macron, qui est le sommet de l'OTAN. Et donc la Russie essaie de montrer au maximum du monde, aux pays qui sont encore un peu raisonnables, peut-être ils espèrent que au Parlement allemand
aux États-Unis ou ailleurs, les pays vont se rendre compte qu'ils sont en train d'être complètement manipulés par un petit groupe de pays, et dont on dirait, et clairement en fait depuis des mois, que la France est véritablement à l'instigation de tout. Donc c'est vraiment pour démasquer, pour dire, vous voyez, ils voudraient essayer de faire croire que c'est nous, les Russes, qui sommes les méchants, qui montons, qui trichons, mais voilà, c'est eux. Parce qu'évidemment, tous les services secrets ont plein d'éléments, et c'est comme vous disiez en début de question, c'est rare qu'un pays dévoile ses sources, puisque ça risque en permanence de permettre aux pays dont les sources ont été dévoilées d'identifier celui qui a pu récupérer les documents. Donc en général, les pays l'utilisent, mais ils ne le rendent pas public. Donc là, c'est vraiment que la Russie considère qu'on est au bout du bout, et c'est un peu une tentative de dernier espoir, de démasquer en fait ceux qui veulent attiser le feu, pour que dans les pays en question, des personnes raisonnables les calment. Mais on voit bien qu'en France, tous les partis politiques, on n'a plus d'assemblée, tous les partis politiques veulent savoir s'ils pourront avoir un premier ministre ou des ministres ou des machins, et que personne ne s'occupe de ce qui se passe à l'international. Et même moi qui m'intéresse beaucoup à l'international, quand j'essaie de dire aux gens, mais regardez ce qui se passe là ou là, en fait ils s'en foutent, ils disent non, mais c'est la dictature en France, on s'en fout de ce qui se passe avec la Russie, on s'en fout de ce qui se passe là, etc. Alors que tout est lié. Et c'est en ça que c'est terrible, parce que c'est vrai quasiment dans tous les pays. Les gens regardent le football, les gens regardent le tennis, les gens regardent le cyclisme, et ils regardent la politique politicienne, mais ils ne se rendent pas compte qu'on est au bord d'une guerre nucléaire. Selon le même document donc déclassifié par le SVR, la France serait préoccupée, je cite, par le nombre croissant de ses citoyens qui ont trouvé la mort dans la zone de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Est-ce que ces révélations vous surprennent ? Non, pas du tout. En fait, vous savez, il y a quelques mois, je pense, on avait déjà parlé ensemble de personnes qui étaient présentées comme des humanitaires et qui avaient trouvé la mort dans la région de Kharkov. Et donc, bizarrement, c'était des gens qui étaient des humanitaires, mais qui, quelques temps avant, étaient des militaires, qui avaient vraiment des profils, soit de mercenaires, soit d'agents infiltrés. Et on sait qu'il y en a beaucoup. D'une part, en fait, la Russie est évidemment très bien informée sur tout ce qui se passe et où sont les mercenaires, où ils sont logés, où sont les officiers de l'OTAN, etc. Enfin, faut pas prendre la Russie pour des naïfs. Et donc, comme ça a été dit et répété et par Poutine et par les chefs militaires russes quand ils s'exprimaient sur ces questions, les membres de la Douma, les étrangers, et surtout les officiers supérieurs de l'OTAN, sont des cibles privilégiées. Et donc les hôtels où ils se rassemblent, même dans la zone de Lviv ou dans la zone d'Odessa et finalement un peu partout, sont des cibles numéro 1. Et forcément les pays ne peuvent pas, un pays comme la France, quand il y a autant de corps qui reviennent, il y a les familles, il y a tout ça, à un moment ou à un autre, la presse va s'emparer du sujet parce que les chiffres effectivement deviennent importants. Et donc, aussi, en révélant ce document, les services secrets russes, enfin les politiques russes qui ont décidé de le révéler, annoncent aux Français, intéressez-vous à ce sujet, parce que vous avez déjà eu beaucoup de morts en Ukraine. On apprend également que la France tente de cacher le nombre de pertes parmi ses citoyens, ainsi que la présence de son contingent militaire en Ukraine, car cela pourrait provoquer des protestations massives, ainsi que le mécontentement des officiers. Et donc, quelles seraient les conséquences pour la France si de telles informations venaient être connues du grand public ? Mais je pense que les conséquences, elles seraient absolument nulles. C'est-à-dire qu'on voit qu'en France, on a un président qui décide comme ça, le soir d'un résultat d'élection, de dissoudre l'Assemblée nationale. Puis il y a des groupements politiques qui se font pour essayer d'obtenir des majorités.
et des résultats tombent. Le parti du président est très faible, en fait c'est le plus bas entre guillemets par rapport au bloc, mais il décide qu'en réalité rien ne va changer. Donc il garde le Premier ministre en disant non, on ne peut pas changer, c'est la période des Jeux Olympiques. Donc pourquoi il y avait cette urgence à faire une élection alors qu'en fait il n'avait rien envie de changer et qu'il s'en fiche des protestations. Et donc ce qui se passe, vous savez, en Ukraine, je pense que les Français se disent si les gens étaient mercenaires, ils ont fait ça, on s'en fiche. L'État de toute façon a pris toutes les précautions pour pas qu'on puisse véritablement savoir ce qui s'est passé. Et donc, ce sera circulé, il n'y a rien à voir. Si les médias, entre guillemets, les grands médias, ne s'emparent pas des sujets, c'est comme s'il ne se passait rien. C'est-à-dire que les gens ne voient pas. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de personnes qui essayent de soulever les problèmes que vous évoquez, et ça va arriver dans les jours qui viennent, puisqu'en fait, il y a des personnes plus courageuses qui vont s'en emparer. Mais comme les grands médias ne le feront pas, ou alors dans des journaux très tard, et dont ils ne feront pas la promotion, en fait, le grand public ne sera absolument pas informé de tout ça. Donc, il n'y aura pas de protestation. Et les partis politiques en France sont tous largement suivistes de la politique de Macron. C'est-à-dire quand vous regardez les résultats, le Rassemblement national est très largement pour l'aide à l'Ukraine, pour ainsi dire sans limite. La gauche jusqu'à LFI l'est également, et évidemment tout ce qui est autour de Macron suit aveuglément la politique de Macron, qui est une politique très très agressive, très guerrière et très militariste, puisque la France a toujours été un des pays qui poussait les lignes rouges, puisqu'on a également promis des Mirages. On avait été dans les premiers à fournir des chars, et c'est Macron qui était le premier à annoncer qu'il allait envoyer des troupes au sol. Et au début, tous les autres pays européens et les partis avaient dit non, et puis finalement, ils se sont tous ralliés à sa cause. De toute façon, c'est inexorable. Ça avance sans cesse vers cette limite complètement folle de croire que la Russie peut accepter ce qu'elle a toujours considéré comme inacceptable, c'est-à-dire d'avoir à sa frontière, à proximité de Moscou, des armes potentiellement atomiques qui peuvent arriver en moins de 5 minutes sur la capitale russe. Et on peut comprendre ça. Si on se rappelle la crise de Cuba, et le monde entier avait trouvé entre guillemets normal la réaction des Russes, des Américains, bien là, c'est évident que les Russes ne peuvent pas l'accepter. Et d'ailleurs, en parlant de Cuba, il y a quelques jours, les Russes avaient envoyé un destroyer et un sous-marin nucléaire hybride, c'est-à-dire capable de lancer des missiles balistiques nucléaires. Mais je pense qu'en fait, ça n'a pas du tout convaincu les Américains que les Russes étaient très sérieux et en avaient marre. Donc, on est vraiment dans un couloir sur un chemin complètement fou, et la France est leader. C'est une bonne nouvelle, puisque ça va entre guillemets. Je vais terminer avec une dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure un chiffre d'un contingent de 2500 personnes, et selon ce même rapport du SVR russe, donc les services de renseignement extérieur, Paris aurait toujours l'intention d'envoyer des soldats français en Ukraine. Dans un premier temps, il s'agirait d'un contingent de 2000 personnes, avant ensuite de l'étendre. Et donc, pensez-vous que de tels plans soient envisageables à l'avenir, compte tenu de la situation politique actuelle en France? Ça n'a jamais été aussi facile à envisager. Il n'y a plus de parlementaires en France. C'est-à-dire que là, on est en vacances parlementaires jusqu'à mi-septembre, donc on n'a plus de parlementaires. On a un président qui est tout puissant, avec des ministres qui ne savent pas combien de temps ils vont rester, s'ils vont rester, mais qui de toute façon sont d'une docilité incroyable, tous. Et par ailleurs, tous les partis politiques significatifs sont pour l'aide à l'Ukraine. Alors, et ils ne comprennent pas ce que peut vouloir dire l'envoi de
de troupes françaises en Ukraine. Et alors évidemment l'article 5 de l'OTAN ne s'appliquerait pas, puisqu'en fait il ne s'applique que si des troupes ou des intérêts sont attaqués dans les territoires des pays concernés. Donc le fait d'envoyer des troupes françaises qui seraient tuées n'impliquerait pas l'article 5. C'est là-dessus qu'il joue. Mais je rappelle également que hier à l'OTAN, Macron a dit que c'était l'Allemagne et les États-Unis, donc il les a cités nommément, qui empêchaient l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, l'accélération de cette adhésion. Et donc, comme les États-Unis sont dans une période électorale, etc., ils les poussent, ils les cornérisent, entre guillemets, à aller de nouveau de l'avant dans cette direction. Et ce qu'ont fait les Américains immédiatement, puisqu'ils ont répété qu'ils envoyaient un grand nombre de F-16. Et donc ça fonctionne en fait. C'est-à-dire que les opinions publiques sont chauffées à blanc depuis des années en termes de russophobie, et ça marche. C'est-à-dire on avance droit vers un conflit majeur, alors que d'une part la Russie ne veut pas ce conflit, elle l'a jamais voulu. Elle a toujours dit en revanche qu'elle ne voulait pas avoir une Ukraine belliqueuse à côté, mais nos dirigeants ont réussi à faire croire l'inverse, en fait, que la Russie était responsable de tout. Et je voudrais juste dire un point qui est important, c'est que pendant cette campagne électorale, il y a pas mal de candidats à la députation qui ont qui avaient dans le passé pris des positions qui étaient qualifiées de pro-russes. Et bien, ils ont tous, entre guillemets, complètement changé leur discours vis-à-vis de la Russie, parce que en fait, tous les médias attaquent les gens en fait qui sont pro-russes, comme s'ils étaient un peu collaborationnistes, la France de Pétain. Oui, c'est une forme de macartisme, ça. Exactement. Il y a vraiment ouais, vous les avez bien résumé en un mot. C'est-à-dire le macartisme a abouti à force de mettre dans la tête des gens des choses incroyables. C'est-à-dire que les personnes considèrent toujours que Navalny a été assassiné par Poutine, que les journalistes sont assassinés, etc. Et quand on voit ce qui se passe à Gaza, on se dit mais comment c'est tous ces doubles langages, quoi. Des prisonniers là-bas par milliers qui sortent dans des conditions terribles quand ils sortent vivants, et la Russie qui est vraiment un pays exemplaire en tout, qui prévient, qui annonce, parce que avant de décider de lancer l'opération spéciale, la Russie, elle a quand même, il y a eu Minsk 1, il y a eu Minsk 2, il y a eu la lettre de Poutine aux Américains à l'OTAN pour dire attention, faites-nous des propositions. Et surtout, il y a eu des avertissements de l'OSCE qui disaient que le nombre de bombardements a augmenté considérablement début février 2022. Donc on ne peut vraiment pas accuser la Russie de ce dont on les accuse, mais pourtant ça fonctionne dans les médias. C'était à l'instant pour Radio Sputnik Afrique Bertrand Scholler, analyste français. Il a réagi à la déclassification d'un rapport des services russes du renseignement extérieur sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine.